Pourquoi? Parce qu'en fait, le président a parfaitement compris que tout ce qui se retrouve dans l'opposition, du moins la grande majorité, nous ne sommes pas tous mauvais, ce sont des gens généralement qui sont à la quête de quelque chose. Et une fois que le pouvoir en place, je préfère parler du pouvoir en place, a identifié ce que vous poursuivez comme objectif, à titre individuel ou égoïste, il finit par vous le proposer sur un hameçon, et il vous attire vers lui. Ça fait que pour que vous soyez toujours intéressant en public, c'est-à-dire que le peuple continue à vous suivre, vous continuez quand même à crier contre Paul Biya en journée. Mais la nuit, comme vous savez qu'ils vous tiennent et ils savent ce dont vous avez besoin, ils vous le donnent par dose homéopathique et vous réussissez toujours à jouer l'équilibre. Alors on est toujours surpris que un mec, par exemple, qui est sur la scène publique, le moment des élections, il dit « je ne pars plus aux élections ». Ça devient compliqué. Vous ne comprenez pas pourquoi il a passé 5 ans à vous dire que ce monsieur qui dirige ce pays est mauvais et que tous ceux qui l'accompagnent sont mauvais. Parce que vous ne pouvez pas aller à une élection dans un pays où le sang continue de couler. Bertrand Bessala, vous avez suivi, je suis parti de 91. La situation était, que tout le monde connaît, tout était pratiquement paralysé. L'économie, ça a même amené le président à dire que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Parce qu'on sait que certains avaient pensé qu'il fallait bloquer au niveau de Douala, asphyxier Yaoundé. Mais le président a finalement convoqué cette tripartite qui a abouti à la décrispation du climat sociopolitique. Est-ce que, comme je l'ai dit, 30 ans après, on n'a pas suffisamment d'éléments qui pourraient amener le chef de l'État à convoquer une autre concertation entre les pouvoirs publics, l'opposition, les organisations de la société civile? Dialogue inclusif national. Est-ce que ça ne s'impose pas? J'espère, monsieur Outou, que vous n'allez pas transformer le Cameroun en un océan ou une scène de dialogue. Oui. Vous savez qu'on sort d'un dialogue en 2019. 2019, oui. Grand dialogue national. Grand dialogue national qui a accouché d'une souris. Et nous avons aussi justement ce dialogue dont vous avez parlé en 1991, qui a fini en sucette, avec des résolutions qui n'avaient pas été prises en compte, du moins dans une grande proportion par le président de la République. Ces résolutions qui avaient été introduites à la suite de ces différentes conférences-là par les artisans de l'opposition et du blocage institutionnel des années 1991-1992. Je crois que si on parle de ces deux éléments, de 2019 et 1991, on va bien se rendre compte que l'homme qui dirige le pays a pris les leçons du dialogue, c'est-à-dire que la parole est certes cathartique, c'est-à-dire qu'elle permet elle est un exutoire, elle permet de nous exprimer. Quand on a des colères, on parle et puis on peut oublier. On peut oublier, on peut se pardonner, on peut se faire des accolades. Mais il a aussi compris une chose, que la parole n'est pas toujours bonne de la donner, surtout en certaines circonstances, en certaines périodes, mais alors et surtout aussi à certains acteurs. Alors si j'entre dans la logique, puisque le thème que vous avez choisi est tellement ampoulé, que je me suis posé des questions. Comment faire pour que nos amis, Salam, que saluait notre ami du MRC, nous comprennent facilement? Quand on parlait de dialogue inclusif, en fait, vous vouliez nous parler de la démocratisation de la parole, la prise en compte des vues ou des propositions du camp d'en face, par le parti au pouvoir. Alors, moi, je pose déjà un problème. C'est pas un problème, un prolégomène, pour dire qu'en fait, le sujet, il est très bon, parce qu'en fait, il nous amène à définir, c'est en définissant le dialogue qu'on va finalement trouver même les axes de débat, puisqu'en fait, quand vous parlez du dialogue, est-ce que vous nous posez la question sur le dialogue qui peut être une conversation entre deux ou plusieurs personnes? Ou alors, vous nous parlez du dialogue qui peut être un ensemble de paroles échangées entre personnages d'une scène cinématographique ou d'un théâtre. Alors là, je rentre déjà en politique parce qu'en fait, la politique est un théâtre, la politique est un cinéma, un film permanent où on a des acteurs. D'ailleurs, en politique, en sciences politiques, on parle du jeu des acteurs. Alors, vous voulez nous parler tout simplement de ce dialogue qui renvoie à cette scène de conversation qui a pour but d'arriver à un compromis. Alors, si j'ai sorti ces 3 définitions du dialogue, vous comprenez que nous allons pouvoir mieux discuter. Parce qu'en fait, il y a dialogue au Cameroun. Dialogue inclusif même, parce que moi j'affirme déjà qu'il y a ce dialogue-là. Mais quand il y a ce dialogue, mais c'est quel type de dialogue? Parce qu'il faut distinguer le dialogue
inclusif officiel. Dialogue inclusif veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les parties prenantes sont mises sur la table pour discuter des affaires du pays. Le pouvoir en place et ceux qui s'opposent au pouvoir en place, y compris ceux qui n'ont pas de velléité politique, c'est-à-dire la société civile par exemple, les OSC comme on les appelle généralement. Est-ce qu'il est donc inclusif? Oui, il est inclusif, mais de quelle manière? Il n'est pas un dialogue inclusif officiel. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais Paul Biya recevoir ni John Fundi au palais de Toudi. Comme il reçoit les ambassadeurs et se dit à la sortie, par un point de presse, voici ce que Ni John Fundi m'a dit et voici aussi ce que moi aussi j'ai dit au président pour parler de Ni John. Donc vous n'aurez pas ce genre de dialogue parce qu'il n'est pas officiel. Il est inclusif. Et il est inclusif, c'est un dialogue inclusif officieux. C'est-à-dire que vous allez donc vous rendre compte que les acteurs de l'opposition, je préfère rester à eux. Généralement, vous les voyez, j'en fais partie. Vous nous voyez là, on crie partout dehors, là, on s'oppose au pouvoir. Mais beaucoup d'entre nous dînent à la table du prince la nuit. C'est-à-dire que vous voyez un individu qui va et dit Paul Biya est parti, Paul Biya n'est pas bien, il est ceci, il est cela, et on l'appelle quand même la nuit et il tient le même. En fait, c'est que ce dialogue que vous ne voyez pas existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le président a parfaitement compris que tout ce qui se retrouve dans l'opposition, du moins la grande majorité, nous ne sommes pas tous mauvais, ce sont des gens généralement qui sont à la quête de quelque chose. Et une fois que le pouvoir en place, je préfère parler du pouvoir en place, a identifié ce que vous poursuivez comme objectif, à titre individuel ou égoïste, il finit par vous le proposer sur un hameçon, et il vous attire vers lui. Ça fait que pour que vous soyez toujours intéressant en public, c'est-à-dire que le peuple continue à vous suivre, vous continuez quand même à crier contre Paul Biya en journée. Mais la nuit, comme vous savez qu'ils vous tiennent et ils savent ce dont vous avez besoin, ils vous le donnent par dose homéopathique et vous réussissez toujours à jouer l'équilibre. Alors on est toujours surpris que un mec, par exemple, qui est sur la scène publique, le moment des élections, il dit je ne pars plus aux élections. Ça devient compliqué. Vous ne comprenez pas pourquoi il a passé 5 ans à vous dire que ce monsieur qui dirige ce pays est mauvais et que tous ceux qui l'accompagnent sont mauvais. Et au moment des élections, il dit vraiment je préfère passer mes voix à tel autre. Je préfère vous demander de soutenir tel autre. Vous avez vu ce qui s'est passé en l'année 92 avec l'élection présidentielle. Je parle sous votre contrôle. Avec ces signatures d'ailleurs que vous avez vu, les Antarga Sagaï qui avaient pris leur choix et d'autres qui avaient refusé de signer. Vous arrivez en 1997, la même chose. Le chasseur de baleines qui change et puis le chasseur de lions qui vous dit je suis fatigué de chasser le lion, maintenant je préfère me reposer. Vous demandez. Non, il rentre dans la cage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre dans la cage avec le lion. Vous avez cité par exemple Jean-Jacques Ekindi. Si vous parlez de Jean-Jacques Ekindi, ça fait moins d'un an, on nous a appris qu'il a abandonné son MP, son mouvement progressiste, et il a décidé de se rallier dans le parti de mon aîné qui est en face de moi. Donc vous comprenez, si vous parlez, vous dites qu'il y a un dialogue inclusif officieux, mais il n'y a pas de dialogue inclusif officiel. Parce qu'en fait, le dialogue inclusif officiel n'arrange pas les affaires de ceux qui dirigent. Parce qu'en fait, s'il y a un dialogue officiel inclusif, cela suppose que l'opposition sera réunie. L'opposition va s'unir. L'opposition va composer ensemble des méthodes pour pouvoir bouter hors du pouvoir ce parti qui nous dérange nous tous. Alors le pouvoir préfère qu'il n'y ait jamais de dialogue inclusif officiel. C'est pour cela que vous voyez par exemple toutes les tendances d'unification de l'opposition, généralement ça s'est passé à la veille des élections présidentielles, ont toujours fini en sucette. C'est-à-dire qu'ils commencent par se rassembler. Je parle d'abord de 2004. Ils se rassemblent au moment venu. Et il y a un monsieur qui se lève et dit « Je suis quand même le plus ancien de vous tous dans l'opposition, c'est moi qui dois être président de la République. » Et la pomme de discorde est partie. Pourquoi? Si vous cherchez, c'est que, au fond, le pouvoir en place a infiltré le monsieur et beaucoup d'autres, et il leur a proposé des choses que personne ne connaît. Et à la fin, il a utilisé cet argument-là, pour pouvoir diviser, pour pouvoir briser les langues de l'opposition. Donc il ne faut jamais qu'il y ait un dialogue inclusif officiel. Donc, il faut toujours qu'il y ait un dialogue inclusif officiel, parce que c'est celui-là qui arrange, celui qui tient le pouvoir. Diviser pour mieux régner. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Je reviendrai plutôt sur les faits politiques. Tu as eu comme des projets irréalisables au Cameroun aujourd'hui, alors que tous les éléments sont là pour qu'il y ait ce dialogue national inclusif. Parce que les lois se font à l'Assemblée nationale et aujourd'hui vous n'y êtes pas. Donc quelque part, le fait de parler, mais si, se vote au sein de l'Assemblée nationale. Les lois ne se font pas que à l'Assemblée nationale. Que ça se vote. En France, le droit de vote ici obtenu à la fin des années 40 n'a pas été obtenu à l'Assemblée nationale, mais par la contestation. La lutte pour les droits humains aux États-Unis, le 13e amendement qui met fin à l'esclavage en 1865, à la mort d'Abraham Lincoln. Le 14e amendement en 1868 qui accorde la nationalité au Cameroun, les Américains ou en encore 2024 et au Cameroun. Je continue, je parle des droits que nous, c'est-à-dire nous sommes ici, je parle de vote par exemple, c'est-à-dire le peuple noir, à qui d'autres noirs, c'est-à-dire les Camerounais, on y reviendra certainement, à qui les dirigeants du Cameroun
dénie le droit de vote en corsant les modalités d'inscription sur les listes actuelles. Ce peuple-là, quand il subissait la même répression par d'autres peuples, a combattu justement par, comment dire, par tous les moyens autres que l'Assemblée nationale, et il les a obtenus. Nous sommes ici, Africains, en France. Nous jouissons des droits que les Français ont sur leur terre parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour cela. Ce n'était pas que à l'Assemblée nationale. Nelson Mandela fait partie des héros principaux dont Paul Biya s'inspire. Il l'a cité plusieurs fois en exemple. Il est allé le voir. Pas que Paul Biya seul, même Maurice Kamto également. Justement, toi-même également. Je suis d'accord avec vous. Et c'est précisément pour ça que nous savons que le combat n'est pas que à l'Assemblée nationale. Si votre enfant, tout à l'heure, j'ai pris un exemple, votre enfant est arrêté et kidnappé, vous n'allez pas attendre d'être à l'Assemblée nationale pour récupérer votre enfant. Il n'y a que 180 députés dont tout le monde n'ira pas à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'avancer. On a bien placé le marqueur sur les explications ou les justifications, prenons-les comme ça, qui vous ont poussé à ne pas aller aux élections en 2020 et qui vous poussent à aller aux élections cette fois-ci. Supposons que le calendrier électoral soit respecté. Comment l'opposition fait pour remporter une présidentielle au Cameroun en l'état? Alors, elle présente un programme politique. C'est la première des choses. Nous ne votons pas pour une personne, nous votons pour un programme politique. Il y a des gens qui disent Kamto ne sera jamais président. Et alors, ça ne me pose pas de problème qu'il ne soit pas président. Si je parlais de l'opposition. Oui, rassurez-vous, je ne vous prête pas ces paroles. Voilà. Je suis en train de répondre avec les miennes. Je dis, on dit Kamto ne sera jamais président. Or, moi, je précise à ceux qui le disent, ce qui nous intéresse, c'est que le MRC soit au pouvoir, c'est-à-dire le parti au pouvoir soit celui qui a le programme de la renaissance, notre programme, c'est ce qui nous importe. C'est la première chose, c'est la première raison pour laquelle on veut la magistrature suprême. Ce n'est pas pour qu'un individu ou un groupe d'individus ait la vie plus facile. L'une des raisons d'ailleurs qui a provoqué le courroux de certaines personnes suite au refus des législatives. Ce ne sont pas les Camerounais dans leur majorité qui ont trouvé ça problématique. C'est des personnes en notre sein qui n'avaient pas forcément cette conviction-là qu'il fallait parfois faire souffrir quelques-uns pour le bien de l'histoire, pour que nous puissions témoigner devant l'histoire qu'on a pu renoncer à la vie facile pour 2, 3, 4 personnes pour montrer aux Camerounais que notre priorité était le respect de la Constitution par ceux qui sont censés l'incarner. Et donc nous non, pas du tout. Et donc nous sommes, et je suis sur le programme politique. Et on fait comment, on gagne comment, on remporte comment, on s'organise comment pour remporter? Oui, déjà, mais je suis sûr, je dis on présente un programme politique. Et à partir de là, on essaie de battre le pavé sur toute l'étendue des territoires en tablant sur le fait que les légalistes, les mendiants de la paix, comme Paul Biya, parce qu'on le présente comme mendiant de la paix, nous laissons, c'est ça mendier la paix, laisser un parti d'opposition être présent là où il veut sans l'empêcher. Donc, en tablant sur le fait que Paul Biya, le mendiant de la paix, nous laissera battre, parce qu'il a l'obligation de nous, c'est pas une faveur, il a l'obligation de nous laisser battre campagne dans toutes les régions du Cameroun et convaincre dans le maximum de Camerounais que oui, notre programme est le meilleur. Libre à lui maintenant de leur présenter son programme à lui, il n'en a pas, mais s'il en crée un ex nihilo, de leur présenter et de lui dire que le programme est meilleur. Deuxième, d'éduquer les Camerounais sur le respect également de leurs droits sur la question des inscriptions sur les listes électorales. Vous voyez bien la danse macabre à laquelle Paul Atanganji, le ministre de l'Intérieur du Cameroun, se livre aujourd'hui quand on dit le mépris de la loi, c'est-à-dire, notamment ici dans la diaspora, la disposition numéro 74 dans son paragraphe 2. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi électorale, dispose que les bureaux sont ouverts du 1er janvier au 31 août. Or, dans beaucoup de pays, dans 90% des pays de la diaspora, 5 mois plus tard, les bureaux ne sont toujours pas ouverts. C'est pas Taradji qui coordonne les inscriptions sur les listes électorales. Bien sûr que c'est les CAM et les représentations diplomatiques. Il est justement où je suis des représentations diplomatiques, c'est le ministre des Relations extérieures, pas le ministre de l'Intérieur. Sur le papier, ce n'est pas le ministre des Relations extérieures qui a rencontré dans des salles obscures les dirigeants de l'ECAM, le président du conseil électoral et le chef... Vous arrivez à voir dans une salle obscure? Le chef... Non, ça sont des informations. Attention. Vous arrivez à voir dans une salle obscure? Revenons quand même sur un autre élément assez important. Il est important de fermer les portes qu'on a ouvertes. Jurisprudence, vous l'avez vu sur la dernière affaire avec le PCRN, où, outrepassant ses fonctions, monsieur le ministre de l'administration territoriale écrit au directeur général de l'ECAM que voici celui que je désigne comme le patron du Celui que je reconnais, pas celui que je désigne. Mais c'est du vocabulaire. Non, mais c'est les mots différents. Il l'a désigné en fustigeant même le président. Celui qui reconnaît. Non, il l'a désigné. Et la justice
a décidé que le congrès du Cancun ne peut pas se tenir. Donc on peut faire confiance à la justice. Encore heureux. Dans le cas Kawala, un cas précédent, pour la Tanganji a été mis en minorité par la justice. Oui, ce que la justice décide. Attention. La justice peut... Oui, là n'est pas le sujet. Voilà. Ce que la justice décide en aval, c'est autre chose. On est sur le fait que le ministre de l'Intérieur outrepasse tous azimuts ses prérogatives. Et si vous pensez qu'il n'est que sur le KPCRN, c'est de la naïveté volontaire. Bien sûr qu'il l'a fait absolument partout. C'est lui qui dit au Cameroun que il ne faut pas aller harceler les gens pour les inciter à s'inscrire. C'est-à-dire, il l'a dit lui-même, il a un problème avec le fait que les Camerounais battent le pavé pour inciter... Mais vous avez dit harceler. Tout harcèlement est nuisible. À quel moment... C'est vous qui avez dit harceler. C'est le ministre qui a utilisé ce terme. Ah, d'accord. C'est lui qui considère que l'incitation à s'inscrire est du harcèlement. Parce qu'il a un problème avec le fait que les gens puissent s'inscrire en masse, puisque ceux qui s'inscrivent maintenant, ce ne sont plus les Camerounais d'hier lobotomisés par le régime, ce sont des gens qui ont une autre vision et qui veulent le changement. C'est pour ça qu'ils veulent aller aux urnes pour voter. Qui ont une autre vision. Je veux prendre ce qui se passe aussi aux États-Unis. En ce moment, il y a Trump qui est empêché pour des raisons judiciaires de battre campagne, mais n'empêche qu'il utilise des nouvelles technologies. C'est pour revenir à votre premier argument tout à l'heure où vous parliez d'empêchement d'aller, vous citiez beaucoup plus Evolova. Vous pouvez toucher les populations et forcément les populations qui sont intéressées par votre discours vont venir à travers soit les nouvelles technologies, soit d'autres voies et moyens que d'être forcément là. Et indépendamment même de cela, il peut y avoir des gens en interne qui sont de votre mouvance qui, entre guillemets, contourneront tout simplement les interdictions en place. Que pensez-vous que nous faisons là actuellement? Vous venez de dire que vous êtes empêché, vous ne pouvez pas faire, donc je ne sais pas ce que vous faites. Je suis en train de dire un fait. Nous sommes empêchés sur le terrain. Et on n'est pas les seuls. Il y a quelques jours, il y a la caravane du SDF de Joshua Oshie à Komde, toujours dans la région du Sud. Ça rappelle les airs funestes où, aux portes de la capitale, Monseigneur André Woking en 99 était empêché d'accès par justement des gens qui, comme d'habitude, se proclament propriétaires du Cameroun. On est en 2024, il y a les téléphones, il y a les SMS, il y a les réseaux sociaux. J'en viens à votre question. J'ai présenté, parce que j'ai dit sur le terrain, je présente le fait. Le fait qu'on soit présent sur les réseaux sociaux ne nous empêche pas de dire que sur le terrain, on est muselé. Il ne faut pas occulter le mépris du droit qui nous revient. Le fait de choisir des voies de contournement ne signifie pas que ces voies-là deviennent la norme. Encore heureux qu'il y ait... voies de contournement. encore vivre avec son époque. Non, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez contourner avec... Non, contourner l'interdiction physique, mais pas les voies de contournement. Non, ne faisons pas ce jeu-là. Contourner l'interdiction physique, ça s'appelle choisir des voies de contournement de l'interdiction physique. Vous avez utilisé un verbe, j'ai utilisé un nom. C'est la même chose. C'est parce que vous vous mettez en victime, incapable d'atteindre les populations. Je veux que le débat soit factuel. Quand on interdit à un parti d'avoir des élus à un endroit X, ce n'est pas le parti qui est incapable d'avoir des élus. C'est des gens qui mettent la police et la gendarmerie pour vous dire, après, si vous essayez de braver la barrière policière, qu'on ne défie pas l'autorité de l'État. Leur dire après qu'ils sont incapables de battre campagne là-bas, évidemment, c'est totalement malsain. Bien sûr, nous faisons quand je reviens sur ce que je dis pas. Je reviens sur ce que je disais donc au départ que ici, par exemple, nous parlons à la télévision. Les Camerounais, les Bolova, etc. vont écouter, regarder cette émission. Dans le même ordre d'idées, nous écrivons des livres dont nous présentons le contenu souvent dans des conférences dans les réseaux sociaux. Nous écrivons des articles dans les réseaux sociaux. Nous faisons des lives, voilà. J'étais en Italie, j'ai publié une partie de cette conférence, je l'ai mise sur YouTube, sur TikTok. Nous le faisons. Ce qui ne nous permet pas de considérer, comme le disait Hubert Monodjana, l'écart comme étant la norme. On utilise les réseaux sociaux et tous les moyens dont nous disposons en 2024, mais nous ne devons en aucun cas accepter que l'interdiction sur place devient la norme et qu'un sous-préfet peut, selon ses délires, décider d'employer la force publique payée par les impôts des Camerounais pour les bienfaits d'un parti au détriment